« 1973. La Chine connaît encore un climat très tendu et très troublé après les difficiles années de la révolution culturelle. Mao a été terriblement affaibli par le conflit survenu avec le maréchal Lin Piao et qui a conduit au renforcement de la position du Premier ministre Zhou Enlai ainsi qu'à une spectaculaire réconciliation avec les États-Unis. Une rumeur commence à parcourir les vastes rues encore vides d'automobiles de Pékin. Deng Xiaoping, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, destitué par Mao au début de la révolution culturelle fin 1966, serait de retour en ville et bientôt destiné à reprendre du service au plus haut niveau. Bien vite, et pour une fois, la rumeur va s'avérer parfaitement exacte. Dans le combat encore indéchiffrable qui se livre déjà au plus haut niveau, l'alerte septuagénaire en costume Mao devient l'un des rares survivants du parti d'avant 1966 à pouvoir reprendre du service. Zhou Enlai le promeut à ses côtés en numéro 2 du gouvernement et surtout en chef d'état-major adjoint de l'armée. Dès ce moment, beaucoup espèrent que ce petit homme à la coiffure en brosse autoritaire et au visage astucieux mais marqué par les épreuves sera le sauveur d'une Chine durement ébranlée. Pourtant y avait-il dans son parcours antérieur des éléments susceptible d'en faire ainsi le porteur des espoirs de libération de tout un peuple. Quel a été le parcours de Deng Xiaoping? En réalité, rien ne prédisposait Deng à remplir le rôle de liquidateur de faillite du maoïsme, bien au contraire. Membre à part entière de la seconde génération révolutionnaire, celle des jeunes ayant rejoint le parti dans les années 20, ce fils de mandarin appauvri de la province centrale du Sichuan avait fait le grand saut vers l'Occident pour y travailler en usine en France, tout en se formant au marxisme. De retour au pays en 1924, il est de toutes les batailles, à des postes de responsabilité de plus en plus importants. Il participe ainsi à la Longue Marche et devient l'un des principaux collaborateurs de Mao. À partir de 1945, il est le commissaire politique attitré de la 2e armée du maréchal Liu Pocheng. À ce titre, il est bientôt promu par Mao responsable de la démobilisation après la victoire de 1949 et de la constitution progressive d'un appareil administratif civil. En 1956, Mao, qui souhaite prendre du champ, lui abandonne le secrétariat général du parti, ce qui en fait, dès ce moment, le numéro 5 de la direction, mais surtout le seul représentant de la 2e génération révolutionnaire à faire partie du cercle étroit des dirigeants suprêmes, le successeur putatif de Mao, un jour. Pourtant, le charme sera bientôt rompu. Déçu par l'évolution jugée révisionniste des soviétiques, Mao se lance à corps perdu, à partir de 1958, dans une expérience parfaitement délirante de croissance accélérée des campagnes, baptisée de Grand Bond en avant, et qui produit la plus grande famine de l'histoire chinoise récente. Fidèle entre les fidèles, Deng défend d'abord vigoureusement, contre tout bon sens, les directives de Mao. Fin 1959, il faut se résoudre au constat d'échec. La Chine est épuisée et pantelante. Mao, déprimé, fait mine d'abandonner le pouvoir à ses proches collaborateurs, et notamment au président de la République, Liu Shaoqi, qui redresse en quelques années le pays avec une belle vigueur. Deng, discrètement, s'est alors aligné sur Liu Shaoqi. Lorsque fin 1965, Mao reprend le contrôle direct du pouvoir appuyé sur l'armée du maréchal Lin Piao et lance la jeunesse chinoise à l'assaut du quartier général au nom de la grande révolution culturelle prolétarienne, le sort de Deng Xiaoping est à peu près scellé.
Toutefois, ni lui ni son épouse ne seront molestés. Ils partent pour une commune populaire où ils s'adonnent 6 ans durant aux travaux agricoles. Un beau jour de 1971, Teng apprend par une réunion de sa commune populaire la destitution et la mort de Lin Piao. Il souffle à son épouse, tout va changer. En effet, quelques jours plus tard, il cesse tout travail et reçoit beaucoup d'égards de ses anciens gardes-chiourmes. Puis, début 1972, il peut se réinstaller à Pékin. La vie politique recommence pour de bon, mais laquelle? Quelles sont à ce moment-là les forces en présence au sein du pouvoir? La défaite de Lin Piao est encore loin d'avoir dégagé l'atmosphère de tous ces miasmes. Même ébranlé, l'état-major gauchiste rassemblé autour de Mao tient encore bon contre le Premier ministre Zhou Enlai. Il s'agit de Chiang Ching-kuo et de Yao Wenyuan, les organisateurs de la révolution culturelle à Shanghai, ainsi que de Wang Hongwen, un gardien d'usine promu leader de la classe ouvrière qui forme, avec Chiang Ching, la femme de Mao, un groupe fermé et fanatique, baptisé après leur chute la Bande des Quatre. Zhou Enlai, qui a pour lui d'avoir préservé Mao du coup d'état de Lin Piao, doit donc ruser pour peu à peu renverser les verdicts, remettre en cause la révolution culturelle. Rongé par le cancer, il a besoin d'un homme encore valide comme Teng, qui connaît très bien les rouages de l'appareil, pour tenir tête à cette Bande des Quatre et réussir à implanter petit à petit au cœur du pouvoir le groupe qui va consolider sur le plan intérieur la percée diplomatique réalisée avec les États-Unis. Mais le temps leur est compté, et leur marge de manœuvre en matière idéologique est bien étroite. Le lancement d'une campagne de critique de Confucius et de Lin Piao, Pilin Pikong, en 1974, constitue le point culminant de l'affrontement. Tout le monde sait que derrière le masque du sage antique, ce sont en réalité les fils de mandarins, Zhou Enlai et Deng Xiaoping, qui sont ainsi mis sur le même plan que Lin Piao. Partant d'une situation précaire, Teng va se livrer à une contre-offensive en règle qui aboutira en moins de 4 ans à faire de lui le maître de la Chine, le successeur véritable de Mao. Comment Teng succède-t-il à Mao? C'est là un exploit peu commun. La campagne comporte 3 phases, toutes marquées du sceau d'un véritable roman d'aventure chinois. Première phase, une défense victorieuse face à la Bande des Quatre. Lorsque Zhou Enlai meurt d'un cancer généralisé au début du printemps 1976, les maoïstes tentent de minimiser la solennité des funérailles. C'en est trop. À travers toute la Chine, dans un véritable sursaut démocratique, des dizaines de milliers de manifestants accumulent fleurs et couronnes mortuaires, marquant dans leur reconnaissance envers Zhou Enlai où penchent leurs véritables sentiments. Accusé d'avoir fomenté ces mouvements, pourtant largement spontanés, Deng Xiaoping est alors destitué de toutes ses fonctions. Mais étrange anomalie, on ne va pas jusqu'à l'exclure du parti et il échappe à l'arrestation. Protégé par des militaires amis, il parvient ainsi à survivre aux pires mois de la répression maoïste, gardé par son vieil ami le général Xu Shiyu dans une villa discrète de Canton. Deuxième phase, la faillite de la maison Mao. Mao suit Zhou Enlai dans la tombe 6 mois plus tard, en septembre 1976. Dans l'ultime période de son règne, il a installé à la barre un policier sans envergure, qui est peut-être son enfant naturel, Hua Guofeng, pour ne pas sembler tout céder à la Bande des Quatre, tout en la protégeant de la fureur populaire. Mais Hua a compris que le maintien en place de la Bande des Quatre ne pouvait que conduire à une guerre civile généralisée. Aussi décide-t-il courageusement de les liquider 15 jours seulement après la mort de Mao. L'opération se déroule comme un coup de tonnerre et entraîne dans tout le pays une véritable explosion de joie populaire. Débordé, Hua Guofeng est sommé par l'armée de faire revenir Deng Xiaoping à Pékin. Il ne peut que s'exécuter, espérant encore le cantonner dans des postes économiques. Troisième phase. Teng va avoir raison de Hua. Entre-temps, la gravité de la situation sociale et l'émancipation populaire ont fait leur œuvre. À Canton et à Pékin, de jeunes contestataires, alors encouragés en sous-main par Teng, exigent davantage de liberté et de réforme. Par ailleurs, l'épuration des maoïstes ouvre large les vannes de la réhabilitation, cette fois-ci complète, des dizaines de milliers de cadres. Dans l'armée, le maréchal Ye Chenying, l'un des derniers survivants de la vieille garde, assure à Teng un soutien de plus en plus total. Les Chinois préfèrent, on le sait, le Weiqi, que les Japonais appellent le jeu de Go, aux échecs, trop destructeurs.
Encerclé de tous les côtés, Hua Guofeng doit capituler et il préfère le faire sans combattre au printemps 1978. Du coup, Teng, bon prince, le laissera jusqu'à sa mort siéger en potiche au comité central, aboli bibelot d'un maoïsme défunt. Désormais, la route est libre. Les réformes commencent et avec leur succès, la mutation définitive de la Chine. Teng aborde d'emblée les réformes et celles-ci sont d'une brutalité et d'une extension qu'on n'attendait pas. Décollectivisation de l'agriculture, en un an, la Chine devient excédentaire en céréales et exportatrice de riz, autorisation du commerce privé, rapprochement avec l'Occident, dégel littéraire et artistique. C'est la Chine qui, de 1978 à 1983, réalise la première perestroïka, avec cette immense différence avec l'Union soviétique, qu'ici, la perestroïka est accompagnée d'une très forte croissance économique. Le grand pragmatisme de Deng Xiaoping lui a permis de mettre en place une véritable révolution sociale, de sauver la Chine, tout simplement. Mais bientôt, ce succès entraînera de nouvelles et fortes tensions. À Tiananmen, en 1989, ce sont les petits-enfants des réformes de Teng qui se tournent vers lui et exigent cette 5e modernisation, la démocratie, qui devrait logiquement faire suite aux 4 précédentes, celles de l'agriculture, de l'industrie, de la science et de la défense. Parvenu à ce point, le vieillard qui est devenu Teng ne pourra pas se résoudre à ce que soit bafoué son cher parti communiste. Il ne donnera pas non plus tout le pouvoir à des adversaires de longue date qui attendaient cette crise pour remettre en cause ses réformes. Au fond, comme Christophe Colomb, Teng avait ouvert pour l'ensemble du monde communiste de nouvelles terres, et comme Colomb, il ne se résoudra jamais à les considérer pour ce qu'elles étaient pourtant, un nouveau continent.